Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte. Très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau live consacré au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le CBAM en anglais. Il est entré en application le 1er janvier dernier. Comme toujours, notre obsession, vous permettre d'avoir l'information la plus utile possible. On est ensemble pour 30 minutes pour dérouler plusieurs questions. D'où vient ce mécanisme? Qui est concerné? Qui sont les grands gagnants? Qui sont les grands perdants de cette séquence? Quelles sont les prochaines étapes à avoir en tête, évidemment? Comment ce mécanisme peut-il encore évoluer? Ces questions, mais comme à chaque fois, évidemment, bien sûr, les vôtres. Alors, allez-y, ne soyez pas timides. Je vous invite à les poser directement dans le chat qui apparaît sur votre écran si vous nous suivez en direct. En bas, à droite de votre écran, nous les prendrons en direct au fil de l'eau, comme à chaque fois. Comme toujours, pour nous accompagner en plateau aujourd'hui, une journaliste de Contexte la plus à même de nous éclairer. Bonjour Mariette Thom. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Mariette, tu es journaliste pour Contexte Énergie ici à Bruxelles. Tu suis le CBAM pour nous, évidemment. C'est toi qui le couvres. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec toi. La phase de transition est donc terminée, je l'ai dit, depuis le 1er janvier. Désormais, fini la simple paperasse. Les importateurs ne doivent plus seulement déclarer les émissions carbone et leurs produits. Vous êtes peut-être concernés. Désormais, il va falloir payer. On va commencer, Mariette, par revenir un peu concrètement, rapidement en arrière. Alors, d'où vient déjà peut-être ce mécanisme que j'imagine beaucoup de nos auditeurs connaissent, mais c'est toujours bien de rappeler d'où on part. Alors, au début, il y a le marché du carbone, l'ETS. C'est un marché qui existe au sein de l'Union européenne et qui couvre les émissions de production de divers, alors à la fois d'électricité, de chaleur, mais également les émissions de CO2 produites par l'industrie lourde. Ça va être les raffineries, la production d'acier, de ciment, de produits chimiques, de céramique, de verre. Donc beaucoup de ces secteurs, beaucoup de secteurs qui sont assez émissifs en CO2 sont couverts par le marché du carbone européen. Mais comme ça cause un problème de compétitivité, l'Union européenne a prévu ce mécanisme, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui permet normalement en théorie de protéger ces industries en instaurant une forme de taxe aux frontières de carbone pour établir ce qu'on appelle un level playing field, donc des conditions, ça donne en bon français, des conditions équitables de compétitivité en fait finalement. D'accord, pour être sûr qu'il y a une forme d'alignement, y compris au sein du bloc européen, et qu'il n'y ait pas de distorsion aussi, peut-être on imagine, de concurrence. Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est que si jamais on doit payer un prix du carbone au sein de l'UE, du coup, les produits qui seraient importés et qui seraient beaucoup plus émissifs, ces produits-là coûteraient moins cher et du coup, il n'y aurait pas d'incitatif à décarboner et ce serait la mort de l'industrie européenne. Ah. Donc voilà, cette idée du CBAM, c'est pour préserver la compétitivité des industries européennes tout en gardant une ambition climatique. Merci beaucoup Mariette. Alors concrètement, tous les secteurs aujourd'hui sont pas concernés. Est-ce qu'on peut lister un petit peu ceux qui le sont à date déjà? C'est ça. Tous les secteurs qui sont couverts par l'ETS ne sont pas dans le CBAM. Il s'agit uniquement de 6 secteurs, l'acier et le fer qui sont considérés comme un seul secteur, l'aluminium, l'électricité, l'hydrogène, les engrais azotés et le ciment. Alors pourquoi est-ce que tous les secteurs qui sont concernés par l'ETS ne sont pas concernés par le CBAM? C'est une question aussi de lesquels sont les plus émissifs et surtout lesquels sont les plus sujets à délocalisation. Donc il y a certaines entreprises qui ont besoin de beaucoup de capital. C'est plus difficile de délocaliser certains secteurs que d'autres. Et voilà, c'est le critère principal. Alors le CBAM, c'est un mécanisme qui peut apparaître comme un peu technique, on va pas se mentir. Nous, on aime bien les choses techniques quand même chez Contexte. On adore. On adore, surtout chez Contexte Énergie, surtout à Bruxelles. Concrètement, comment il fonctionne aujourd'hui ce mécanisme? Concrètement, c'est les entreprises qui importent ces matériaux, donc acier, fer, aluminium, etc. Ces entreprises qui importent doivent déclarer les quantités de produits couverts par le mécanisme qu'ils ont importés et leur origine. Et en fonction de la quantité et de l'origine, on calcule en fait la quantité d'émissions estimées qui sont associées à ces produits importés. Et
pour couvrir ces émissions, les importateurs doivent acheter un certain nombre de ce qu'on appelle des certificats CBAM, qui sont l'équivalent des quotas carbone dans le marché du carbone ETS. Et donc, ces certificats, ils doivent les acheter pour couvrir leurs émissions. Est-ce qu'on peut donner un exemple un peu concret d'un produit type pour donner un petit peu une image aux gens qui nous écoutent? Par exemple, si on importe de l'acier, eh bien, à la frontière, il va falloir déclarer la quantité de tonnes d'acier qui ont été importées. D'où on l'importe, évidemment. D'où ça vient. Et quel pays. Voilà, de quel pays. Et après, le calcul sera fait en fonction du mode de production de l'acier, puisqu'il y a plusieurs types de modes de production de l'acier. Certains sont plus ou moins émissifs. On peut faire de l'acier vert, on peut faire de l'acier très, très carboné. Et donc, par exemple, si votre acier vient de Chine, on va supposer que... Soit on suppose que on applique des valeurs par défaut, ce qu'on appelle des valeurs par défaut, qui sont basées sur la moyenne de la production du pays, soit l'importateur a un accord avec l'entreprise qui crée là-bas, et il y a des vérifications sur place qui permettent d'établir la quantité exacte d'émissions qui sont faites lors du processus, et c'est ces émissions-là qui sont déclarées. Merci beaucoup. N'hésitez pas, évidemment, à nous poser vos questions en direct. Alors, on l'a dit en introduction, il y a des choses qui ont changé le 1er janvier. On est passé dans une autre phase de mise en application. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé le 1er janvier pour les entreprises? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le CBAM est devenu live, en action à partir du 1er janvier. Avant ça, en fait, il y avait une phase de transition qui servait à habituer les entreprises au principe. Donc, il y avait des déclarations qui étaient faites par les entreprises, pas toutes, mais une partie des entreprises déjà concernées. Mais ces déclarations étaient un peu pour du beurre, quoi, comme un examen blanc. Pour s'habituer au processus, au mécanisme, voir si ça s'implémente. C'était une forme de phase de test, si je reformule. C'est tout à fait ça. Et là, c'est pour de vrai, pas pour du beurre. Par contre, la petite distinction qu'il y a avec... en fait, on est dans la phase actuelle. Là, les émissions sont couvertes, il va falloir les payer. Mais par rapport à, par exemple, 2027, la différence, c'est qu'on ne peut pas encore déjà acheter les certificats. Les certificats pourront être achetés qu'à partir de 2027. Mais pour autant, les entreprises doivent maintenant récupérer les informations sur leurs importations, parce qu'il va falloir qu'ils les payent. Ok, donc là on est dans la phase de un peu reporting précis, on sort de la phase de test, donc reporting précis des informations, et à partir de 2027, dans un an, si je reformule encore, possibilité d'acheter ces fameux certificats. Obligation d'acheter ces certificats. Obligation d'ailleurs d'acheter ces certificats. Alors je vais commencer par prendre vos questions qui arrivent au fil de l'eau. Merci de les poser. Alors Florence nous demande, on a parlé des secteurs qui étaient concernés. Florence nous demande pourquoi les entreprises fossiles ne sont pas concernées par le CBAM. Quelles entreprises fossiles Alors Florence ne le précise pas. Donc je te livre ça. En fait... grosso modo, si on utilise, disons, de l'essence ou de... Ce qui est important, c'est pourquoi sont utilisés si l'électricité, par exemple, est produite à partir de gaz ou de pétrole. Pétrole ça et va gaz, être, nous précise voilà, Florence. Si l'électricité est produite à partir de pétrole et de gaz, ça va être couvert. Parce que l'électricité est dans le scope. Quels sont les autres usages du gaz et du pétrole? Bien, le transport notamment. Et pour le gaz, ça va être le chauffage. En fait, ces deux secteurs ne sont pas encore dans l'ETS, le marché du carbone. Ils devraient être inclus d'ici peu dans l'ETS 2, qui crée pas mal de débats actuellement. En tout cas, c'est prévu normalement pour d'ici... maintenant, je crois que ça a été décalé à 2028. Et là, il y aura peut-être une discussion sur... Mais non, d'ailleurs, il n'y aura pas de discussion sur le CBAM, parce qu'en réalité, ce n'est pas des choses qui peuvent être délocalisées. C'est-à-dire que le transport, si vous utilisez votre voiture, vous n'allez pas délocaliser l'utilisation de votre voiture. Pareil pour le chauffage, vous n'allez pas chauffer en Chine plutôt que votre maison. Donc voilà. A priori, on ne devrait pas faire ça. Non, merci beaucoup Mariette pour la réponse apportée à Florence. J'espère que ça précise les choses. Autre question, on nous demande en ligne comment l'Union européenne s'assure que les données fournies par des pays tiers sont correctes. Bonne question à vrai dire. C'est-à-dire, y a-t-il un moyen pour vérifier les MRVS, alors, aussi que je ne connais pas mais que Mariette doit connaître, des autres pays? L'idée, c'est que normalement, il doit y avoir une vérification. En fait, soit on ne peut pas vérifier
soit l'importateur ne peut pas vérifier et il utilise des valeurs par défaut qui sont assez punitives parce que l'idée c'est d'essayer de déclarer ses émissions réelles et d'inciter à la décarbonation à l'étranger. Donc soit on utilise les valeurs par défaut, soit on a une usine qui fait vérifier ses émissions à l'étranger. Par exemple, en Inde, elle fait venir un vérificateur agréé et elle va vérifier que les déclarations d'émissions sont correctes. Sinon, elle prend le risque d'avoir une forme de malus avec la valeur par défaut, ce qui est peut-être un petit peu... C'est l'importateur, oui, voilà, c'est ça. Ok, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Mariette, pour cette réponse. J'espère que ça éclaire nos auditeurs. Donc, on a parlé de cette nouvelle phase qui est entrée en application le 1er janvier. Elle a créé quand même pas mal de remous. On va essayer de faire le point avec toi sur ceux qui s'en réjouissent et ceux finalement qui déplorent ce qui se passe en ce moment, qui est content, qui est pas content. Peut-être commencer par ceux qui sont plutôt contents de la manière dont cette mise en application se fait. Oui, puisqu'il y a des gens qui sont contents, autant le signaler, c'est pas si souvent. Ça va être plutôt les gros industriels européens qui produisent et qui vendent en Europe. Alors très concrètement, par exemple, l'acier, c'est un des secteurs qui a demandé vraiment l'instauration du CBAM pour être protégé, parce que sinon, il a estimé que sa compétitivité était trop en danger. Grosso modo, on fait un acier plus vert en Europe que dans le reste du monde, notamment en Chine. Du coup, si jamais il n'y a pas cette protection, le secteur de l'acier est en danger, très concrètement, à cause de cette compétition. Voilà. Donc, on a ces gros industriels qui sont plutôt contents. Et après, on a plusieurs types d'acteurs qui ne sont pas contents pour diverses raisons. Notamment, on a des entreprises qui sont souvent d'un peu plus petite taille, qui vont être plus dans la manufacture et qui vont donc importer des produits bruts ou semi-finis qui sont couverts par le CBAM, donc ils vont devoir payer le prix du CBAM avant de transformer au sein de l'Union européenne leurs produits et qui parfois vendent leurs produits, même pas au sein de l'Union européenne, mais de nouveau à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont besoin de payer et ils vont se retrouver au niveau de la compétitivité de leurs produits, ça va être compliqué, surtout s'ils vendent à l'étranger. Ça fait partie je dirais, le troisième type d'acteurs pas contents, c'est vraiment les gens qui produisent en Europe et qui exportent. Les exportateurs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les exportateurs. Et une des choses qui pose vraiment question et qui pose débat actuellement, c'est l'absence de ce qu'on appelle une solution pour les exportateurs. C'est-à-dire, les exportateurs, ils sont couverts par le marché du carbone en Europe, donc ils doivent payer pour l'électricité, ou pour la production de leurs produits. Donc ça c'est un prix que leurs compétiteurs qui produisent à l'étranger n'ont pas à assumer et donc forcément ils ont une perte de compétitivité à l'étranger, d'autant plus que plus le CBAM rentre en action, plus le nombre de quotas gratuits qui sont alloués à ces industriels diminue, parce que actuellement, pour éviter le problème de compétitivité, l'Union européenne a décidé d'allouer ce qu'on appelle des quotas carbone gratuits à une partie de ces acteurs, énergo-intensifs. Voilà. Et ça va décroître au fur et à mesure que le CBAM entre. Au fil de l'eau. Merci beaucoup. Mariette, on a d'autres questions qui nous arrivent en ligne. On va les prendre au fil de l'eau, dans l'ordre, sans soumettre Mariette à la question, évidemment, qui a le droit, comme toujours, à ses jokers, parce que c'est pas forcément facile d'avoir une vision pure et parfaite sur l'ensemble des aspects de ce texte. Sophie nous parle de l'aluminium. Dans le cas de l'aluminium, il est a priori possible de ne pas tenir compte des émissions du converteur, car elles sont considérées comme très faibles par rapport à celles du précurseur. C'est plus une question qu'une remarque. Si on utilise Si on utilise les valeurs par défaut, est-ce qu'on peut finalement choisir entre le pays du converteur et celui du précurseur ? Alors, je ne sais pas. Et je ne sais pas, voilà. Mariette ne saura pas répondre à cette question. Qui est un petit peu trop technique pour moi. Un peu trop pointu peut-être, elle en a tout à fait le droit. Pas mal de questions sur la manière dont la Commission a arbitré sur le recours aux émissions réelles plutôt qu'aux valeurs par défaut. Est-ce qu'on sait comment s'est opéré ce choix ? Manon notamment nous dit à ce stade, la Commission ne semble
pas plutôt, est-ce que la Commission ne privilégie pas plutôt le recours aux émissions réelles plutôt qu'aux valeurs par défaut? Il y avait une autre question, Alors, en fait, je pense. c'est pas la Commission qui décide, hein, c'est les importateurs qui décident s'ils choisissent soit les valeurs par défaut ou les valeurs réelles. Voilà, donc c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci. Et la Commission essaie d'encourager les valeurs réelles, parce que si vous déclarez des valeurs réelles, vous avez une incitation directe à décarboner, parce que plus sont faibles les émissions, moins vous payez. Donc c'est tout à fait logique. Merci beaucoup. Émilie nous demande, pour certains secteurs, comme l'hydrogène par exemple, ne compte que les émissions directes et pas les émissions indirectes. Comment? Pourquoi? Est-ce qu'on a fait cet arbitrage? Alors, elle demande pourquoi la Commission a-t-elle fait cet arbitrage? Pour l'instant, les émissions indirectes, pour expliquer, c'est les émissions qui sont liées à la production d'électricité, la consommation d'électricité dans un processus industriel. Voilà. Les émissions indirectes, pour l'instant, ne sont pas dans le scope du CBAM pour n'importe quel secteur. Et donc, pourquoi? Parce que c'est trop compliqué et parce que aussi, je pense que ça pose débat. La Commission a indiqué récemment qu'elle envisageait remettre la question sur la table, mais pas avant fin 2027. Donc pour l'instant, c'est hors du scope. Donc pour l'instant, les émissions indirectes sont hors du scope, mais on comprend en t'écoutant que c'est pas totalement exclu et ça fait partie des objets de débat qui vont revenir sur la table dans les prochains mois, années. Et puis par ailleurs, sur l'hydrogène, juste pour compléter cette réponse, de toute manière, pour l'instant, on n'importe pas d'hydrogène en fait. Donc en fait, la question n'est pas forcément hyper pertinente dans le sens où actuellement, il n'y a pas vraiment d'importation d'hydrogène dans l'UE. Ok, merci beaucoup. Mariette, alors on a parlé un dernier... On a parlé des... Les derniers acteurs pas contents, juste avant qu'on passe à la suite. On était sur les exportateurs, donc pas extrêmement satisfaits non plus. Il y avait effectivement une dernière catégorie d'acteurs qui sont pas extrêmement contents et qui méritent d'être... Et parce qu'ils sont assez vocaux sur la question, les agriculteurs, qui savent se faire entendre quand ils ne sont pas contents de quelque chose. Et en l'occurrence... les agriculteurs se sont beaucoup mobilisés sur la question de l'inclusion des engrais dans le champ d'application du CBAM. Il faut les comprendre, on est dans un contexte qui est aussi déjà très compliqué, de crise agricole, et ils estiment que c'est un surcoût trop important. Donc il y a eu une grosse mobilisation du monde agricole à ce sujet. Et alors là, je pourrais rentrer dans les détails et en parler pendant longtemps, mais on va peut-être pas faire ça maintenant, sauf s'il y a des questions. Mais ça a causé pas mal de soucis, la question de l'inclusion des engrais dans le champ d'application. Oui, et on va peut-être rappeler à nos auditeurs que cette question des engrais et de la manière dont le monde agricole reçoit effectivement le CBAM, c'est quelque chose qui est suivi encore plus finement par tes confrères de Contexte Agro à Bruxelles, notamment Lou Roméo, qui suit cette question de manière évidemment très précise et quotidienne. Au-delà des contents et des pas contents, on a un panorama qui s'éclaircit. Il y a eu aussi des tensions diplomatiques assez fortes autour de ce mécanisme ces derniers mois, ces dernières années, évidemment, de fait. On l'imagine, on parle beaucoup d'accords commerciaux. Oui, c'est un mécanisme qui n'est pas vu d'un très bon œil en dehors de l'Union européenne. Ce qu'on comprend, notamment des pays qui actuellement exportent beaucoup vers l'Union européenne de ces produits couverts, par exemple la Chine, l'Inde ou le Brésil, ont exprimé une certaine insatisfaction et notamment accusé l'Union européenne de mettre en place des droits de douane déguisés. Une forme de protectionnisme. Oui, c'est ça. À l'entrée, quoi. L'argument de l'UE, en face, c'est de dire non, parce qu'en réalité, si jamais vous avez vous-même un marché du carbone en interne, eh bien, on va déduire le prix déjà payé en interne du certificat CBAM. Donc, concrètement, si jamais vous avez une protection équivalente, un marché du carbone équivalent... Bien 10 ans. Si vous êtes bien 10 ans ou mieux 10 ans, vous ne devrez pas payer, normalement. Et en plus, ces pays-là récupéreraient le prix du carbone dans leur caisse nationale. Donc c'est l'argument de l'Union européenne. Justement, ça va peut-être résonner avec une question de Florent qui nous demandait quels sont les États ou groupements d'États dans le monde qui mettent en place des mécanismes un peu similaires. Donc est-ce qu'on a connaissance, est-ce que toi par exemple... Le CBAM ou du marché du carbone ? Alors, Florent ne précise pas. Et quels sont les retours sur leur fonctionnement? Je pense que on parle plutôt du CBAM. Alors, le CBAM, c'est vraiment un mécanisme unique
dans le monde, et l'Union européenne est la première à le faire. Donc il n'y a absolument aucun exemple concret, ce qui explique aussi que ça ait pris du temps et qu'il y ait pas mal de problèmes de mise en œuvre et qu'il y ait beaucoup de questions. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est le seul, j'allais dire pays, mais c'est pas un pays, mais c'est la seule entité à avoir mis en place un tel mécanisme. Le Royaume-Uni va mettre en place aussi un CBAM qui devrait arriver, je crois, l'an prochain ou l'an d'après, mais je crois pas avant 2027. Voilà. Merci beaucoup, Mariette. Alors, avant de vous partager un article, on a parlé donc des tensions diplomatiques, des spécificités liées aux pays tiers. C'est peut-être important de préciser que la Russie a une démarche un peu particulière en la matière. Oui. Et ça me permettra de renvoyer à un article de ton collègue Kiran, sobrement intitulé « Taxe carbone aux frontières. Pourquoi la Russie s'attaque à un totem de la politique climatique de l'Union ». C'est quoi la spécificité de la Russie par rapport au CBAM ? C'est le seul pays qui a vraiment pris les autres pays qui sont pas forcément très contents, ils vont plus l'utiliser comme un argument dans les négociations. La Russie, qui a pas vraiment un espace de discussion avec l'Union européenne, a décidé d'enclencher une procédure devant l'OMC en juin ou juillet dernier. Après, c'est pas encore officiellement une plainte parce qu'ils sont pas passés à l'étape supérieure de plainte. Mais voilà, mais c'est les seuls pays actuellement à avoir entamé une démarche auprès de l'OMC, Et je vous recommande évidemment de lire l'article de Kiran, qui est également disponible sur le site de Contexte en français ou en anglais suivant votre langue de prédilection. Comme ça, vous avez le choix. Et Samuel, qui modère nos échanges, vous le partage évidemment comme à chaque fois dans le chat. On va passer à notre deuxième partie. Et maintenant, quelles prochaines étapes à avoir en tête, quelles évolutions? Vous l'aurez compris, l'histoire ne s'arrête pas là. On va faire un point donc sur ce qui se pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Ce qui se trame. Ce qui se trame et ce qu'on peut projeter à l'heure où on parle concrètement, Mariette, et ça va rejoindre une question de Kylian en ligne qui nous demandait comment l'Union européenne peut-elle améliorer le CBAM pour contrer plus efficacement les distorsions de concurrence internationale, notamment, alors lui nous interroge particulièrement dans le secteur du ciment, au-delà du secteur du ciment peut-être de manière très spécifique. Concrètement, que prépare l'UE pour contenter ceux qui sont un peu moins satisfaits de la mise en place de ce mécanisme, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Eh bien, actuellement, sur la table, il y a 2 propositions législatives. Donc, la première, la plus importante, c'est celle qui va réouvrir le règlement CBAM et le réviser pour introduire à la fois son extension son extension l'extension du champ d'application aux produits en aval. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'actuellement, disons que l'acier brut est inclus, maintenant ça va inclure aussi des choses faites en acier, je sais pas, parce que des rails de train par exemple, ou des machines à laver. Mais principalement des produits. On va couvrir l'amont, on va aussi couvrir l'aval. Une partie de l'aval. Pas du tout. C'est 180 produits en acier et en aluminium qui sont compris dans cette proposition. Et c'est une façon de rendre le mécanisme plus robuste en évitant qu'on importe des produits semi-finis au lieu d'importer les produits bruts et qu'on échappe à la taxe carbone. Parce que jusqu'à présent, quand on importe une machine à laver, elle n'est pas soumise au CBAM. Non. Voilà, ce qui pourrait changer à l'avenir. Pourrait, puisque actuellement c'est en procédure de codécision, donc c'est discuté par le Parlement et le Conseil de l'UE. Cette proposition, elle inclut également, et là on retrouve la question de Kylian, des propositions pour améliorer des propositions anti-contournement, c'est-à-dire éviter quelque part, alors c'est pas vraiment de la fraude, mais c'est des façons d'essayer de contourner le mécanisme pour ne pas avoir à payer de la taxe. Ça fait partie des choses qui d'ailleurs concernent le ciment. Il y a des propositions pour essayer d'éviter ces stratégies de contournement qui sont incluses dans cette proposition. Et oui, voilà, grosso modo pour cette proposition. Mais il y en a une deuxième. Et la deuxième proposition, c'est la proposition qui établit un fonds temporaire pour la décarbonation, qui est en fait plus ou moins ce que la Commission a prévu pour satisfaire les exportateurs européens. Mais ça se limite pas qu'aux exportateurs européens. Donc actuellement, c'est une solution temporaire pour
pour cette année et l'année suivante, et qui doit permettre d'attendre avant la révision la révision du texte sur le marché du carbone, qui doit arriver au 3e trimestre de cette année, et dans laquelle il y aura sans doute normalement une solution pour les exportateurs. Des éléments, merci beaucoup Mariette. Question de Mehdi qui nous demande un petit peu ce qui va en être pour la suite. Il me semblait, nous interroge Mehdi, qu'il y allait avoir de nouveaux secteurs concernés. Alors lui, il évoque l'agriculture, on a parlé de l'engrais déjà. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on va élargir cette liste? Alors c'est pas tout de suite. C'est pas exclu. Il est prévu qu'il y ait des rapports sur le fonctionnement du CBAM et de nouvelles analyses d'études sur les impacts, et éventuellement une inclusion de nouveaux secteurs, par exemple la céramique, le verre, des secteurs qui sont évidemment déjà couverts par l'ETS. Ça va jamais couvrir des secteurs qui sont pas dans l'ETS. Mais ça, ce sera après la discussion sur la révision du marché du carbone, donc probablement pas avant 2027. Et justement, alors, tu nous as parlé de la proposition de révision du règlement déjà CBAM. Le Conseil était censé se mettre d'accord en ce début mars, parce que nous sommes, si je ne m'abuse, toujours début mars, le 17 mars, on peut dire que c'est toujours le début. Ça prend un peu de retard, donc on n'y est pas encore tout à fait. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est Oui, ils étaient initialement, dans le programme de travail du Conseil, ils prévoyaient que les États arriveraient à un accord la semaine dernière, le 10. Mais il y a pas mal de choses qui bloquent, notamment toute cette question sur les engrais qui a créé pas mal de débats. Mais également, c'est à peu près sûr que chaque État était déjà en train de laisser son grain de sel pour essayer d'ajouter certains produits à la liste des produits qui vont être dans l'extension, ou en retirer d'autres. Donc là, il y a un jeu de est-ce qu'on pourrait ajouter tel produit, est-ce qu'on pourrait enlever tel produit, qui risque de prolonger les discussions. Puis juste, ça prend du temps de discuter ces choses-là. Alors, il y a une question de Sophie qui nous demande d'être très pratico-pratique. Comment avoir accès à la liste des 180 produits que tu évoquais susceptibles d'être inclus? Où est-ce qu'on trouve cette liste très concrètement? Déjà, si vous êtes abonné à Contexte, vous auriez pu le lire dans la brève que nous avons écrite à ce sujet au moment de la parution du paquet, donc le 17 décembre. Vous n'avez peut-être pas listé les 180 produits, mais en tout cas... Non, mais il y a un lien vers le texte. Mais actuellement, je pense qu'en plus, ça a été traduit en français depuis, et c'est en ligne c'est sur Eurlex, c'est le site de la commission où il y a les propositions législatives, et on peut y accéder également depuis la page de la DG Taxud, qui est la Direction Générale de Taxation, qui est consacrée au CBAM. Je ne sais pas si on peut peut-être envoyer le lien plus tard à madame, mais voilà. En tout cas, c'est disponible en ligne. Merci beaucoup, Mariette, pour ces précisions. Alors, dans ces propositions, on parle donc là des points chauds, là où ça négocie le plus, ce qui bloque. Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut avoir en tête sur ce qui est tout particulièrement bloquant? En préparant ce live, tu me parlais notamment de l'article 27A. Toi, ça te parle, moi pas forcément, mais ça parle sûrement à nos auditeurs. C'est l'article 27A, c'est un article qui a été inséré dans la proposition de révision du CBAM, donc celle sur l'extension aux produits en aval, comme on disait. Et en fait, c'est un article qui initialement semble assez anodin. C'est une sorte de force de clause majeure qui dit s'il y a des circonstances extérieures imprévisibles qui ont trop d'impact sur le marché, on peut suspendre temporairement l'application du CBAM à certains produits. Okay. Et en fait, cet article sur la suspension temporaire, qui initialement est passé un peu inaperçu, il a été en fait le milieu des engrais s'en est saisi, et pour suggérer de suspendre le CBAM sur les engrais. Et du coup, il y a un gros débat autour de la façon dont est écrit cet article, qui serait trop lâche et qui pourrait s'appliquer un peu à tout et n'importe quoi. Et comme il y a eu un énorme imbroglio sur les engrais, avec un commissaire qui a annoncé à peine 7 jours après la mise en œuvre du mécanisme qu'on pourrait appliquer rétroactivement cet article une fois qu'il serait voté pour suspendre les engrais du mécanisme. Il y a eu
énormément de débats sur finalement est-ce que la présence de cet article dans la proposition ne détruit pas totalement finalement le marché qu'il y a pour la décarbonation, la certitude, la confiance en l'Union européenne. Donc ça c'est une première chose. Ouais. Il y a d'autres points qu'il ne faut pas oublier, même si on est un peu moins dans le dur en ce moment, qui font partie des points chauds de négociation. Est-ce qu'on peut les lister peut-être un peu plus sommairement, mais pour les avoir en tête? Parmi les choses qui sont dans cette proposition et qui risquent de faire débat, au moins au Parlement en tout cas, il y a la présence de mentions de crédits carbone internationaux qui est une sorte de point chaud qui risque de faire parler. Hein. Donc ça, c'est la façon d'acheter des crédits carbone à l'étranger et qui soient reconnus en France et voilà, en France, en Europe, je veux dire. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de faire débat. La liste des produits auxquels l'extension s'applique, comme je disais, le fait ajouter ou enlever un produit. La façon de traiter certains types de contournement du mécanisme, inclure plus de force, enfin des méthodes plus strictes pour traiter les méthodes de contournement. Et puis finalement la base sur laquelle porte le fonds temporaire pour la décarbonation, puisque comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est censé aider les exportateurs, mais en réalité ça ne s'applique pas qu'aux exportateurs, et donc ça risque de faire débat aussi. Ok, merci. Alors, on va en profiter pour prendre 2 questions. On avait une question de Sophie en amont de ce live qui nous interrogeait de manière extrêmement précise sur les barquettes en aluminium, code 7615. Elles ne sont pas concernées. Y a-t-il des discussions en cours? Alors, on va essayer de répondre de manière la plus sobre possible à Sophie sur ce point. Et il y a une autre question complémentaire de Dimitri en ligne qui nous demande comment mettre en place le CBAM pour des produits Fimini alors qu'il n'existe pas d'ETS pour ces produits, qui peut être une question assez logique qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces 2 questions? A priori, alors pour les barquettes en aluminium, j'ai pas la réponse, enfin je suis pas allée la chercher. Cela dit, c'est assez facile de savoir. Il suffit d'aller chercher, si le code fait partie de la liste des produits couverts. En l'occurrence, a priori, j'imagine pas, parce qu'effectivement, il y a assez peu de produits finis qui sont déjà compris dans le champ d'application. Qu'était la question déjà? La question de Dimitri, peut-être. Comment mettre en place le CBAM pour des produits finis, justement, alors qu'il n'existe pas d'ETS pour ces produits-là? La question est, est-ce qu'on veut les mettre en place? Pour l'instant, c'est pas le cas. Parce qu'après, ça devient vraiment très, très difficile à gérer aussi, parce que ça devient énorme. Donc c'est une question qui se pose dans le débat aujourd'hui, qui est un peu non, mais parce qu'il y a aussi quand même la question de, en fait, et c'est aussi la raison pour laquelle tous les produits ne sont pas inclus dans le mécanisme et qu'il n'y a que 180 produits qui ont été ajoutés dans la proposition d'extension. C'est qu'en fait, il y a un choix de la Commission de sélectionner certains produits pour lesquels ils estiment que ça va avoir le plus d'impact, où il y a plus d'émissions qui vont être concentrées dans ces produits-là, parce qu'il y a plus de quantité d'acier ou d'aluminium dedans. Enfin voilà, donc c'est un choix très pragmatique de OK, on va sélectionner un minimum de produits pour avoir un maximum d'impact. Oui, c'est très bien résumé. Minimum de produits, maximum d'impact. Peut-être 2 points à avoir en tête avant de terminer ce live. Peut-être déjà comment la France se positionne en la matière. Est-ce qu'elle a pris des positions particulières? Et puis peut-être rappeler ce qu'il va falloir surveiller dans les grandes étapes à venir pour que vous l'ayez tous en tête avant de finir ce live. Faut rappeler que la France en fait, fait partie des pays qui sont vraiment à l'origine du CBAM, qui ont énormément poussé pour l'instauration de ce mécanisme initialement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je viens de parler des engrais. J'imagine que tous nos auditeurs aujourd'hui savent que le milieu agricole en France, il y a beaucoup très important. Sur le mécontentement des agriculteurs. Y a-t-il, selon vos informations, des dispositifs en cours de réflexion pour ce secteur et pour limiter les impacts prix? Enfin, on sent que c'est une préoccupation que vous avez aussi en ligne, effectivement. Du coup, voilà. Du fait de cette question, de l'importance du lobby agricole, tout simplement, disons-le, en France, la France a changé un peu sa position et fait partie des pays qui ont poussé pour, qui ont poussé pour la suspension du CBAM pour les engrais. Après, c'est une question qui est quand même un peu compliquée parce qu'il y a également de la production d'engrais en France et ailleurs, et le lobby des engrais, pour le coup, lui, est pour le fait qu'il y ait du CBAM sur les engrais.
Donc ça positionne dans une situation un peu compliquée. Et est-ce que tu voulais que je réponde sur les questions des engrais ou est-ce que... Écoute, si tu as des éléments à apporter de ta fenêtre de journaliste de Contexte Énergie à Bruxelles, parce que Sa question, c'était quoi exactement ? La question, c'était est-ce qu'il y a des dispositifs en cours de réflexion à la Commission pour le secteur pour limiter les impacts sur les prix ? Alors, est-ce que c'est toi qui as la réponse ? Non, alors ça va agro être plutôt le contexte agro, mais après je sais globalement que actuellement la Commission a essayé de prendre du recul avec cette proposition de suspension sur les engrais et essaye de promouvoir d'autres dispositifs. En disant que voilà, a priori le CBAM va bien s'appliquer sur les engrais, mais ils envisagent de soulager un petit peu les agriculteurs avec il y a un plan engrais qui est en préparation. Alors je vous laisserai ça. Voilà. Et il y a également eu des modifications sur les tarifs douaniers qui ont été proposés, je crois, si je me trompe. Je vous invite vraiment à lire Contexte Agro en parallèle parce que c'est vraiment des thématiques spécifiques qui sont suivies par Contexte Agro à Bruxelles. Il est 11h35, c'est déjà l'heure de se quitter. Avant de vous dire au revoir, je vous conseille un nouvel article de Contexte pour aller plus loin si vous le souhaitez sur les 3 points chauds du paquet CBAM. Il est tout frais, je crois qu'il date de la semaine dernière, ce papier. 2 semaines peut-être. 2 semaines peut-être, qu'on vous partage évidemment comme à chaque fois. Dans le chat, j'espère qu'on a pu répondre à la majorité de vos questions parce que c'est déjà la fin de ce live consacré à ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Mariette pour ses éclairages. Merci à Samuel pour la modération. Merci à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de notre beau décor. Merci à Toby qui a réalisé ce live ce matin. Pour aller plus loin, donc plongez-vous évidemment dans contexte.com, dans les briefings de notre édition énergie ou de notre édition agro. Si vous vous intéressez au CBAM, évidemment, ça peut faire sens. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Vous pouvez évidemment nous réécouter en podcast désormais, je le redis, mais sur votre plateforme préférée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à découvrir Power, la nouvelle verticale de Contexte en anglais. À très vite.